Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette Actu du Geek avec mon pull. Et oui, toujours le même pull, c'est normal au mois de novembre. Ok, on n'est pas au mois de novembre, on est au mois de juillet, mais on s'y croirait quand même. Bon, après tout, la pluie, ça fait du bien, la pluie, ça fait du bien pour la nature. Et donc la nature en profite, c'est déjà pas si mal et ça me permet de faire des vidéos. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien on va parler d'arnaque, un petit peu d'arnaque, de fric, d'argent, voilà tout ça. On va parler de EA bien entendu, de la pub qui pourrait venir, on en avait déjà parlé il y a un an, de la pub qui pourrait venir dans les jeux vidéo. Et oui, c'est un peu triste mais c'est comme ça. On va continuer un petit peu dans les mauvaises nouvelles avec la RX 6600 XT qui arrive de AMD. Ok, une nouvelle carte graphique, mais vaut-elle vraiment le coup? Eh bien pour moi, pas du tout. On va poursuivre avec le potentiel divorce de Kojima avec PlayStation. Et oui, Kojima n'est pas content, on lui a refusé un jeu chez PlayStation, rappelez-vous. Et depuis, il a un petit peu une dent mauvaise contre Sony, je pense. En tout cas, il dit ce qu'il pense. Et je suis tout à fait d'accord avec lui sur le sujet en question. On va poursuivre avec des meilleures nouvelles. On va pas faire que des mauvaises nouvelles quand même dans cette Actu du Geek. Avec la prise de parole de Matt Body, patron de Xbox Studios, sur l'avenir justement des studios Xbox. Et 2 ou 3 phrases assez intéressantes. Et on va finir avec un film. Et oui, un blockbuster russe qui ressemble assez à un blockbuster américain et que j'ai trouvé finalement très très bon, en tout cas super sympa à regarder. Et donc je vais finir sur cette petite note. A tout de suite. Commençons par AMD. Voilà que AMD sort une RX 6600 XT qui veut concurrencer, on va dire, la 3060 Ti, entre la 3060 Ti et la 3060 RTX de Nvidia. Oui, mais voilà, elle vaut 400 $. En plus, elle ne serait apparemment, je dis bien apparemment, pas proposée sur le site de AMD. Ça veut dire qu'il n'y aurait que des fabricants extérieurs et non pas l'équivalent, on va dire, des cartes fondeurs qu'on peut trouver par exemple chez Nvidia. Des cartes avec un prix de base proposé par AMD, mais donc des cartes un peu plus custom. Et des cartes donc qui ne vaudraient en plus pas 400 $, mais plutôt 700 ou 800 $, voire plus comme d'habitude. En tout cas, si elle vaut 400 $, c'est apparemment l'équivalence d'une GTX 1080 Ti. Est-ce que ça vaut vraiment le coup à 400 $? On va dire 400-420 €. Eh bien moi je dis non, car je vous rappelle qu'actuellement, une RTX 3060 Ti, qui sera plus puissante que cette RX 6600 XT, elle vaut 465 €. Donc si on l'a à 420 €, pour 45 € de plus, je vous conseille fortement, je l'avais déjà dit d'ailleurs il y a longtemps, la RTX 3060 Ti. Je ne suis pas un pro Nvidia, loin de là. La RX 6800 XT par exemple est une très très bonne carte, la RX 6700 XT aussi, mais la RX 6600 XT à ce prix là, je pense que c'est un peu limite parce qu'en plus elle se prévaut par rapport à la GTX 1080 Ti d'avoir le, vous savez, le fameux ray tracing. Et oui, de pouvoir faire du ray tracing, oui, mais on sait que AMD de ce côté là sont un peu moins bons, bien entendu, c'est normal, que les Nvidia, que les RTX 3000. Et donc, est-ce que cette carte va pouvoir vraiment faire du ray tracing? Alors, il est clair qu'elle est destinée à faire du Full HD, voire du Quad HD, 1440p, sûrement pas du 4K, mais quand même, j'attends de voir vraiment les résultats pour pouvoir dire si oui ou non cette carte vaut le coup, mais pour moi, elle ne le vaut pas. En tout cas, je serais patient si j'étais vous pour la prendre, j'attendrai un petit peu les premiers essais. Alors, qu'a dit Kojima concernant le Director's Cut sur son jeu Death Stranding qui va arriver, vous savez, chez PlayStation? Ben, il a dit que c'était pas un Director's Cut tout simplement, et c'est vrai, et c'est tout à fait vrai, parce qu'il a dit que en fait, le jeu qu'il a proposé, c'était le jeu qu'il avait pensé, et que ce qui va être proposé, c'est des rajouts. Je comprends d'ailleurs pas la politique de Sony à ce sujet. Vous savez, il y a eu aussi le Director's Cut, paraît-il, de Ghost of Tsushima, qui n'en est pas un non plus, hein, c'est des rajouts, mais ce n'est en aucune manière des parties du jeu qui avaient été faites à l'initial et qui avaient été enlevées au début du jeu pour être proposé plus tard. C'est ça un Director's Cut, hein, dans un film par exemple, ben voilà, le réalisateur fait 3 heures de film et puis le producteur lui dit non mais moi je veux un film de 2 heures parce que voilà ça va coûter trop cher à diffuser, et donc malheureusement le réalisateur il fait des coupes sombres des fois, hein, d'ailleurs, des coupes tranchées, et plus tard il propose sa version telle qu'il avait imaginé, sa version de 3 heures et non de 2 heures. Ce n'est nullement ça dans Death of Stranding ou dans Ghost of Tsushima. Et donc on peut se poser la question, pourquoi utiliser ce terme? D'ailleurs un terme qui ne sert pas Sony non plus, parce que quand on dit ça, on dit finalement, si tu nous proposes un Director's Cut, écoute, pourquoi pas le faire au même prix que le prix original si on a eu le jeu, si on a acheté le jeu original. On pourrait d'ailleurs penser pour Cyberpunk 2077,
où il y a eu des coupes faites dès le départ, mais en fait c'est plutôt qu'il y a eu des programmations qui n'ont pas été faites, hein, c'est plutôt ça, mais on pourrait penser effectivement à un director's Scott pour Cyberpunk 2077, avec des ajouts qui avaient été pensés dès le départ, mais qui, voilà, qui seront rajoutés plus tard. Même si là aussi, ce n'est pas vraiment un director's Scott. Mais là, pour moi, Kojima a parfaitement raison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et ça prouve quand même le petit divorce, entre guillemets, le début de divorce qu'il y a entre Kojima et Sony. Alors Matt Body, le patron des Xbox Studios, a parlé, et Phil Spencer d'ailleurs est en total accord avec lui, ce qui est quand même pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'ont dit les deux hommes d'ailleurs d'assez intéressant? Eh bien ils ont dit deux choses qui pour moi sont très intéressantes. La première, c'est que effectivement, Phil Spencer l'a redit encore une fois, ils veulent des jeux narratifs à la Sony. Ils n'ont pas dit à la Sony, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, ils veulent des jeux qui ressembleraient à The Last of Us, par exemple. Clairement, ils veulent ça dans leur catalogue pour pouvoir correspondre à un certain type de joueurs qui vont arriver sur le Game Pass. Ils veulent donc élargir leur public au maximum à tout style de jeu. Le deuxième sujet qui m'a paru très intéressant, c'est que Phil Spencer, d'ailleurs, elle l'a dit en demi-teinte, ils veulent également acquérir d'autres studios, on le sait, par exemple peut-être des studios japonais, on en a parlé depuis longtemps, mais pas que. On leur a posé la question, finalement, par rapport à des studios de pays émergents, comme l'Inde, comme l'Afrique, ou par exemple comme l'Amérique du Sud, où il y a des studios, je parle émergents en termes, bien entendu, de développement de jeux vidéo. Eh bien, ces pays-là, effectivement, n'ont pas de grands studios pour l'instant, en tout cas moins connus. L'Inde peut en avoir, mais par contre, l'Afrique et l'Amérique du Sud, on les connaît un peu moins. Eh bien, Phil Spencer s'y intéresse. Il dit que oui, dans l'avenir, il serait tout à fait possible que les Xbox Studios eh bien, se complètent par ce style de studio, c'est-à-dire des studios qui viennent de l'Inde, de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique en l'occurrence, et donc ainsi compléter la gamme de jeux, c'est-à-dire offrir des jeux différents d'un point de vue vision, d'un point de vue créativité, par rapport aux jeux assez occidentaux qu'on connaît, des jeux qui viennent surtout des États-Unis et de l'Europe, et également de l'Asie, Japon en particulier. Ben écoutez, je trouve ça assez intéressant, dites-moi ce que vous en pensez, mais oui, ça compléterait bien la gamme Xbox, et ça ne ferait qu'aller dans le sens que prévoit Phil Spencer, c'est-à-dire élargir son public. Alors venons-en à EA, ou pas que EA d'ailleurs, les pubs qui vont arriver probablement dans les jeux vidéo, ça va arriver. Alors c'est marrant parce que je suis en train de faire des parties sur Battlefield 5, vous savez, très très beau jeu d'ailleurs entre parenthèses, et c'est vraiment d'un réalisme assez époustouflant, ce qui promet pour le futur Battlefield en l'occurrence, qui j'espère arrivera Day One sur le Game Pass, on en reparlera. Mais c'est vraiment un très très beau jeu. Alors bon, c'est la guerre, hein, bien entendu, simulé, mais c'est vraiment, on s'y croirait, vraiment on s'y croirait, et c'est assez impressionnant. Et donc, on peut se dire, dans ce type de jeu, dans les Smite, dans les Fortnite, bien entendu, dans tout ce qui est FIFA, et j'en passe aussi, hein, dans tous les jeux de sport, où on peut être en multijoueur, eh bien, il pourrait arriver bientôt des pubs. EA en avait déjà parlé l'année dernière et ça avait fait un tollé, rappelez-vous, un lever de bouclier, ils avaient dû revenir en arrière. Ben oui, mais bon, vous savez, c'est comme tout, hein. C'est un petit peu comme quand on fait des référendums européens, vous savez, quand on vous propose des référendums européens, je vais pas faire trop de politique ici, mais quand même, et que ben on le refuse, et ben ça revient par une autre porte. Et bien c'est exactement la même chose ici, c'est-à-dire que EA veut vraiment se faire de l'argent, il faut pas rêver, hein. Et donc pour le faire, eh bien ils essayent toutes les portes possibles, ils essayent les contournements possibles, et ils vont finir par y arriver, mais EA ne sera pas le seul à le faire, il faut pas croire ça, hein. Take-Two par exemple le propose d'une façon différente en commençant à nous préparer à dire oui les jeux seront tous à 80 €, Sony l'a directement fait d'ailleurs entre parenthèses sur le Play Store, et donc on nous prépare à cette petite musique que le jeu ça coûte cher et qu'il faut augmenter le prix des jeux auprès des joueurs. Bon, pour moi d'ailleurs, je suis absolument pas d'accord, puisque par exemple Take-Two, son GTA V, je vous rappelle, ça a rapporté probablement maintenant plus de 7 milliards de dollars. On était à 6 milliards de dollars en début 2020, donc vous imaginez bien, depuis, ça a encore rapporté plein d'argent, et ça va continuer, puisqu'il va y avoir bientôt le remaster qui va arriver sur la next-gen, dite next-gen, c'est-à-dire PS5, Xbox Series X et S, ça va rapporter encore de l'argent, il y a GTA Online, et j'en passe. Alors c'est une société qui a mis ça au point, c'est Player One, je vous rappelle, qui a mis ça au point, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer des pubs au milieu des jeux à des moments clés, à des moments précis. Alors il se justifie en disant que déjà, effectivement, c'est un peu le nouveau mode de communication, sinon on fait des jeux gratuits, mais les joueurs, en particulier les jeunes joueurs de 18 à 24 ans, ne s'intéressent pas trop aux pubs, si on ne met pas des pubs qui sont intéressantes et à des moments clés, ce qui fait qu'effectivement le jeu qui est gratuit n'est pas rentabilisé auprès de l'entreprise, de la société de développement qui le propose, et qu'en plus ces pubs seront mis, bien entendu, à condition que le joueur veuille bien la regarder, c'est-à-dire que ça va offrir des contenus supplémentaires si vous la regardez, des pubs de 15 à 30 secondes, sinon bien entendu vous n'aurez pas ces
contenus, ces goodies supplémentaires. La question est qu'est-ce que c'est ces contenus supplémentaires? Si c'est un t-shirt différent, un maillot différent, vous voyez, des bricoles comme ça, ma foi, ça me gêne pas. Sauf que c'est mettre le doigt dans l'engrenage, comme vous savez, c'est-à-dire qu'on met le doigt et c'est toute la main, voire le bras qui y passe, parce que bien entendu, c'est l'ouverture de ce style de marketing qui va arriver dans nos jeux, la publicité à tout va. Bon, vous connaissez bien la publicité puisque vous y en a dans mes vidéos. Par exemple, vous avez compris pourquoi. Hein. Pour les youtubeurs, c'est le seul moyen d'avoir un petit peu de rémunération dans leurs vidéos pour le travail qu'on accomplit. Pour les entreprises de jeux, je ne suis pas bien sûr que ce soit le plus utile puisque quand même ils gagnent beaucoup d'argent. Il suffit de voir les cotations en bourse des grandes entreprises de jeux et EA se porte très bien. Mais apparemment, ils veulent encore plus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, FIFA 22, je ne vais pas trop en parler, beaucoup de monde en a parlé déjà, mais c'est assez marrant ce qui arrive sur Switch, ce qui arrive sur console. Bref, vous savez, vous devez avoir la version Ultimate si vous voulez avoir du contenu gratuit, sinon vous allez payer du supplément. Bref, pour terminer sur le chapitre EA, deux choses importantes. Premièrement, je dois signaler quand même que EA a fait un communiqué disant qu'il n'était pas question de mettre des publicités au milieu des jeux. Pour le moment, je dirais, moi, personnellement. Mais en tout cas, ils ont fait ce communiqué pour répondre un petit peu également à la possible fronde qui allait remonter à nouveau cette année. Donc, pour l'instant, pas de publicité. Moi, je vous dis, ça va arriver forcément à un moment donné ou à un autre. C'est une rumeur qui revient un peu trop souvent et je vous l'ai dit, il y a une entreprise qui a travaillé spécialement là-dessus, il y a eu des essais de fait dessus, donc c'est forcément que ça va arriver dans nos jeux d'une façon ou d'une autre. Et il y a également une nouvelle sur Battlefield 2042 qui est assez intéressante d'ailleurs, Battlefield d'ailleurs, qui est EA, comme quoi EA peut faire de très belles choses aussi, entre parenthèses. Et d'ailleurs dans les jeux de sport, probablement qu'il y a des jeux de sport très bien faits aussi. C'est plus le côté, on va dire, je veux beaucoup d'argent et j'essaie d'en gagner de tous les côtés qui me gêne un petit peu. Mais Battlefield, comme je vous l'ai dit, j'y joue actuellement et je prends beaucoup de plaisir. Et donc Battlefield 2042, je l'attends avec impatience. Et donc, dans Battlefield 2042, petite d'ailleurs information, il sera cross-platform. Apparemment, hein, ce serait Xbox Series X, S, PS5 et PC, c'est-à-dire des plateformes au même niveau. Et de l'autre côté, on aurait Xbox One et PS4 qui seraient également jouables en même temps. C'est-à-dire que des joueurs pourraient se connecter sur PS4 et Xbox One et jouer ensemble. Et pareil pour ce qui est PS5, Xbox Series XS et PC. Eh bien écoutez, c'est une très bonne nouvelle, ça va permettre vraiment d'avoir des échanges sans se préoccuper de savoir si on a la PS5, la Xbox Series X ou le PC pour pouvoir jouer ensemble. On pourra tous jouer ensemble et ça c'est une bonne nouvelle. EA fait parfois des choses quand même qui sont pas si mal que ça. Un petit mot aussi sur AMD Zen 4 Raphaël. On a appris qu'il n'aurait pas 24 cœurs, mais 16 cœurs en CCD. Alors, je vous rappelle rapidement ce que c'est, les CCD. Hein. Vous savez, c'est les multi-chips. Grosso modo, la particularité de AMD, c'est que depuis longtemps, ils font du multi-chip, c'est-à-dire qu'ils font des petites puces, des puces plus petites, c'est-à-dire 8 cœurs en l'occurrence, et ils vont utiliser un bus l'Infinity Fabric pour relier toutes ces puces, pour qu'elles discutent ensemble, tous ces corps, ces CCD, et ainsi fabriquer finalement une puce qui va avoir 16 cœurs, 24 cœurs, 32 cœurs, etc. Ils vont multiplier par 8 le nombre de cœurs. Et donc Raphaël, qui devait arriver au deuxième semestre 2022, normalement, hein, il va arriver au deuxième semestre 2022, devait avoir 3 CCD de 8 cœurs, soit 24 cœurs. Et bien il n'y aura que 16 cœurs visiblement. On verra bien entendu ce que ça donne le moment venu quand ces CPU sortiront. Il faut savoir qu'ils géreront bien entendu la DDR5. Par contre, ils ne géreront pas le PCI Express 5.0, mais plutôt du PCI Express 4.0 étendu, ce qui est largement suffisant, en tout cas pour le domaine du jeu. Je vais finir par une bonne nouvelle. Et oui, une bonne nouvelle, j'ai vu un film sur Netflix qui m'a donné le sourire. Et oui, c'est assez rare. Et c'est un film russe, un blockbuster russe qui ressemble fortement à un blockbuster américain, plutôt des années 80-90, vous savez, quand il y avait L'Arme Fatale, quand il y avait Die Hard et tout ça, avec Bruce Willis. Eh bien, ça a ce petit air-là. C'est un film, entre guillemets, de super-héros, parce que super, il n'y a pas vraiment super, mais de super-héros, un film d'action qui se passe à Saint-Pétersbourg, et une très belle ville, en l'occurrence, qui est d'ailleurs magnifiée dans le film, et c'est un film qui tient la route, un film russe, mais qui tient la route, il y a des moyens, et le jeu des acteurs est très bon, l'action est très bonne, c'est Major Grom, Igor Grom, donc le policier qui joue dedans, le héros principal, c'est Major Grom, et c'est Dr Pest. Alors on dit docteur de la peste, mais moi je préfère Dr Pest, c'est-à-dire Dr Pest, c'est l'ennemi
de Major Grom dans ce film. C'est tiré d'une BD et je trouve que ce film a une très très bonne tenue. Il y a beaucoup d'humour dans ce film et en plus des touches d'humour assez marrantes, assez bien faites, assez discrètes mais vraiment bien réalisées. C'est-à-dire c'est pas de l'humour grossier comme on peut trouver dans certains films américains, donc ça c'est de l'humour assez fin. En termes de longueur, ce film fait quand même plus de 2 heures. Et bien écoutez, il se tient bien. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'il y a quand même une petite critique de la société russe, en particulier du côté de Moscou. À un moment donné, il y a 2 agents de Moscou qui arrivent. Bon, bah, ils sont assez caricaturaux, mais ça veut tout dire. Il y a également de la corruption qui est dénoncée dans ce film, la corruption russe. Il y a une analyse assez critique de la société russe, et j'ai trouvé ça assez intéressante, en fond, bien entendu. Alors bien entendu, il n'échappe pas à des règles. Je vous dis, c'est un film assez années 80-90, côté américain. Donc bien entendu, les méchants sont un peu caricaturaux, les personnages sont un peu caricaturaux, mais c'est assez drôle, c'est assez bien mené, et vous vous laissez embarquer. C'est pas le plus grand film qu'il y a, mais c'est un très bon film, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller le voir sur Netflix. Personnellement, j'ai passé en tout cas un agréable moment. Dernière petite annotation d'ailleurs sur Major Grom. J'ai trouvé le générique de fin très très intéressant, très marrant, très bien fait. Vous verrez, hein, si vous regardez le film, j'ai trouvé que c'était assez innovateur là aussi. Bon, ce ne sont pas les premiers à faire ce type de générique, mais celui-ci était bien trouvé en relation en plus avec le film. Vous comprendrez quand vous regarderez le film. Et il y a bien entendu une petite séquence à la fin. Donc ne manquez pas le générique et ce qui vient juste après. C'est toujours sympa de finir comme ça un film. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!